Bonjour, bonjour à tous. J'entends pas. Est-ce que tu m'entends, Jean? Là, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? J'entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Yes, moi je t'entends en tout cas. Bien, très bien. Alors, c'est le principal. Je t'entends également. Alors, bienvenue au rendez-vous quotidien de Synapse Café. Aujourd'hui, j'ai une tasse Gaudi, tu reconnais? Un personnage très intéressant que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on va parler des scénarios de vie. Lui, il a une vie fantastique, magnifique. Et donc, aujourd'hui, comme on va parler des scénarios de vie, et donc on vous demande de vous munir d'un crayon, d'un stylo pour pouvoir écrire. Et donc, le programme, aujourd'hui, on va étudier sur le scénario de notre vie. Comment nous construisons le scénario de notre vie, quelle est l'origine, comment on peut le modifier si on a besoin de le modifier. Et donc, je suis très heureux d'être avec toi, Jean-Dominique, pour cette session. Et la dernière fois, la semaine dernière, le samedi dernier, on avait étudié les drivers et vous allez voir le lien entre les drivers et les scénarios de vie. Donc, je vous invite, au cas où vous n'avez pas vu les drivers, à revoir les drivers. Ça vous donnera une idée plus complète sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, pour parler également du programme de cet après-midi, donc s'il te plaît Loïc, voilà, on a la découverte du silence en soi au tea time de 17h. Demain dimanche, on aura le yin et le yang de la médecine et de l'hypnose. Lundi, on reprend avec auto-hypnose. Mardi, hypnosexo. L'aventure de la thérapie mercredi. Les rendez-vous de coaching le jeudi. Et vendredi, parole d'expert comme d'habitude. Et donc, on va démarrer et tu sais que Jean-Do, on a plus de déconfinement en Tunisie là déjà cette semaine. Je sais qu'en France c'est à partir de la semaine prochaine et tu sais que là en revenant là je suis sorti, je suis allé faire un tour et puis je me suis aperçu que finalement j'ai failli faire un accident parce qu'il y avait un chauffard qui conduisait super mal quoi en fait. Tu sais, les gens en général conduisent très mal. C'est épouvantable la façon dont les gens conduisent. Bon, toi, je sais que tu es un bon conducteur, moi aussi, mais les gens d'une manière générale, c'est épouvantable. Bon, je sais pas, tu sais, là, je parle avec toi, et puis je me rends compte que peut-être c'est moi qui n'ai pas su bien manœuvrer et que les autres, peut-être qu'ils conduisaient bien. Je sais pas, là, je me pose des questions, tu sais, tu es en train de m'en parler et puis voilà, quoi, je suis pas sûr. Bah, tu sais, en fait, maintenant que tu me le dis, c'est sûr que les gens conduisent mal, mais nous aussi on conduit mal. Parce qu'en fait, qui est-ce qui est au volant? On le sait bien, c'est pas nous, c'est une espèce d'inconscient qui nous dirige. En fait, nous, on est complètement perdus, là, on est le jouet d'un inconscient. En fait, tout ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de sens là-dedans. Tu trouves pas? Ouais. Bon, là, vous venez de voir une illustration de ce qu'on appelle les positions de vie. Tout à fait. Qu'est-ce que sont les positions de vie? On a oublié la première position de vie, c'est ça va, Céline, t'es OK? Très bien, et toi? Ben, moi, je suis OK. Donc, super. Moi, je suis OK, toi, t'es OK. C'est super, c'est la meilleure position de vie, on va en parler, on va décliner tout ça tout à l'heure. Donc, la position de vie, oui? Vas-y. La position de vie, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose que l'on prend après une décision primordiale. On a une décision quand on est enfant, quand on est un tout petit enfant, on a une décision qui est une décision de souffrance à un moment donné, et on va déterminer la position dans laquelle on va s'établir et on va établir notre vie. Cette position de vie, c'est « je suis bien, les autres sont bien ». On va voir ça en détail, mais je vous l'annonce déjà. « Je suis bien, les autres sont bien ». Moi, je ne suis pas bien, j'ai pas beaucoup de valeur, les autres ont de la valeur. Moi, j'ai de la valeur, les autres, ce sont des rigolos. Et la position futile, c'est celle où il n'y a vraiment pas beaucoup d'espoir, c'est moi, ça va pas, et les autres, ça va pas. Dans ces quatre positions de vie, il n'y en a qu'une qui est bonne, il n'y a qu'une position saine, dont on va parler tout à l'heure, c'est moi, je suis OK, les autres sont OK. Cette situation, cette position de vie, elle va naître dans l'enfance. Elle va naître dans l'enfance
on a dit, je vous ai dit tout à l'heure, à partir d'une décision, d'une croyance. Je vois que ma maman ne vient pas vers moi quand j'ai besoin d'elle. Je peux en déduire que, bon, en fait, je n'ai pas d'importance. On l'a vu avec, enfin, vous en avez parlé. Je devais être là la semaine dernière, mais vous en avez parlé avec les injonctions. Je n'ai pas d'importance. Je suis pas important. Maman vient pas. Donc, on a une position là, moins plus. Maman est importante. Moi, je suis pas important. Donc, on va déterminer à partir de cette décision précoce, on va déterminer un terrain. Et à partir de ce terrain, tout va pouvoir se construire. Donc, on construit, c'est la décision primordiale, la première décision qu'on prend, sur laquelle tout le reste s'échafaude et se construit. Le scénario de vie dont on va parler, les jeux psychologiques dont on a parlé, les drivers dont on a parlé, dont on va encore parler aujourd'hui, et puis tout notre destin s'établit à partir de cette position de vie privilégiée. Alors, on va le voir aussi, on va circuler dans ce qu'on appelle l'enclos hockey, dans ces 4 différentes stratégies et possibilités, mais on en a une primordiale. Et c'est cette possibilité, c'est cette décision primordiale qui va tout définir. Voilà ce que sont les positions de vie. Alors, ça s'élabore à partir de 3 ans, de 3 à 7 ans. Steiner parle de 3 à 7 ans. On commence à construire à partir de 3 ans, et vous allez voir que c'est complètement lié au scénario, puisque le scénario, on en parlera tout à l'heure, commence vraiment à être précis dans ses détails à partir de 4 ans. Donc là, de 3 à 7 ans, on commence à établir cette croyance. Au départ, quand on est, si on en croit Steiner, tout le monde est OK++. Tout le monde est OK++. Mais c'est au cours de l'allaitement, lorsqu'il y a une discontinuité dans la confiance qu'a le bébé envers sa maman, quand il y a quelque chose qui le menace, ou il se sent menacé par ce quelque chose, qui va prendre une décision précoce, qui va déboucher sur la position de vie. Donc au départ, tout le monde est OK++, et puis, boum, il commence à y avoir ce qu'on appelle un travestissement de la réalité, et on commence à s'égarer par rapport à l'authenticité, par rapport à la capacité qu'on a de vivre sa vie de manière saine, authentique et efficace et heureuse, bien sûr. Tout à fait. Jean-Dominique, en fait, ce qui a été décidé dans l'enfance, on peut juste retrouver à l'adulte. Et par rapport à ça, si tu peux, Loïc, nous montrer le premier slide des positions de vie. Comme ça, on va en parler. Et j'aimerais que, justement, vous vous posiez la question, dans la prise de conscience, dans ces positions de vie, au niveau des relations humaines que vous avez, que ce soit professionnel ou personnel, est-ce que vous êtes plus dans la dominante plus? C'est la première dominante, c'est j'ai de la valeur et l'autre a de la valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire j'ai de la valeur et l'autre a de la valeur? C'est je suis conscient, le premier plus, je suis conscient de mes points forts. Et je suis conscient que j'ai des points améliorés. Par exemple, je peux me dire, je suis conscient que je suis responsable, je suis organisé, et moi, en tant que personne qui a de la valeur, j'ai besoin de développer l'écoute. Donc, on va pas dire un point négatif, et on va dire, j'ai besoin de développer tel ou tel point. L'autre plus, c'est ma vision, ma croyance que j'ai de l'autre. L'autre, c'est quelqu'un, oui, qui a des points forts, et il a aussi des points améliorés. Et donc, du coup, ça peut être quelqu'un qui, justement, il a comme point fort l'écoute, et qu'il a amélioré l'organisation. Et à ce moment-là, on sera complémentaire. Et à ce moment-là, on sera dans la communication. C'est la seule position de vie où on est dans la communication. Les autres positions de vie, telles que tu as cité tout à l'heure, Jean-Do, plus, moins, c'est je me vois, j'ai de la valeur, moi je vaux quelque chose, l'autre n'a pas de valeur. Dans l'exemple qu'on vous a donné tout à l'heure, c'est par exemple, moi je sais conduire et l'autre ne sait pas conduire. C'est un chauffard, il est nul. Par exemple, il est incompétent. Donc, du coup, à ce moment-là, quand j'ai cette position dominant-dominé, on est dans une relation de mécommunication. Alors, ça peut être professionnel ou personnel. On a l'inverse également. On a le fait que je me vois moi moins et je vois l'autre plus. Et donc, je suis dans une dynamique où j'ai pas de valeur, où j'ai pas confiance en moi. Et les autres, ils ont de la chance, ils ont trouvé des solutions, ils arrivent à s'en sortir. Donc, on est en ce rapport moins plus. Quand j'ai dit tout à l'heure que je ne savais pas conduire et que les autres, peut-être qu'ils savent mieux conduire que moi. Et là, on est dans cette dominante-là, moins plus. Et on a la dernière position qui est moins.
moi je me vois, j'ai pas de valeur et les autres n'ont pas de valeur. Donc ce qu'avait dit Jean Do, c'est on ne sait pas conduire et de toute façon tous les autres ne savent pas conduire. On est dans un rapport perdant-perdant. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus du tout de communication. Et alors la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on se situe le plus par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à la relation que nous avons les uns par rapport aux autres. Et donc, échangez avec nous et, comme a dit Jean Do tout à l'heure, munissez-vous d'une feuille, d'un stylo, parce qu'on va vous faire des exercices, on va vous poser des questions. OK. Donc, par rapport aux positions de vie, on a également ces positions-là qui sont dans la communication. Et pour aller plus loin, on a l'enclos dont tu as parlé. Donc, si tu veux bien, Loïc, nous mettre… voilà. Donc, c'est moi, les autres, moi en positif, moi en négatif, l'autre en positif, l'autre en négatif. Tu veux enchaîner sur la première position dont on vient de parler, Jean-Dominique? Alors, OK, la première position, c'est l'interdépendance, hein, c'est la position gagnante, c'est la position saine, la seule position de communication, a dit Céline, la seule position saine. Je suis en accord avec moi-même, je suis en accord avec la situation. J'ai en moi toutes les ressources pour faire face à n'importe quelle situation de la vie, et je le sais. Donc, je vais avoir un comportement particulier, on en parlera tout à l'heure, on donnera des exemples. Alors, sentiment de base, c'est la joie. Ben oui, je suis à l'aise. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont reconnu, qui ont reconnu ma singularité, ma spécificité, qui m'ont encadré. Je me suis senti en sécurité avec eux. Et donc, lorsque je me sens en sécurité, lorsque je suis encadré, lorsque je sens que je suis aidé, je peux me permettre d'être libre, d'être authentique et puis d'avancer dans la vie. Donc, évidemment, c'est cette position de vie qu'on va rechercher à travers toutes les thérapies qu'on fait, à travers tous les coachings que l'on fait. On cherche cette position plus. Moi, j'ai compris que je suis important. J'ai compris que tous les êtres vivants sont importants. J'élargis. Vous me connaissez, vous savez que je suis dans la spirituelle. C'est pas seulement l'autre être humain, c'est aussi les animaux, c'est aussi, on en parle de plus en plus maintenant, les végétaux et tout le reste. Oui, il y a une grande interdépendance. L'interdépendance, vous savez que ça aussi, ça me tient à cœur. Ça tient à cœur, je sais aussi, à Céline, puisqu'on est dans la pleine conscience dans l'interdépendance. Quand on est dans une véritable pleine conscience, on arrive à l'interdépendance. Donc, eh bien, on est quoi là-dedans? Eh bien, on est dans une estime réciproque, évidemment. J'estime l'autre, et l'autre, je vais voir comment il se comporte, et puis je vais en tirer des conclusions, et je vais me comporter de la manière adaptée pour pouvoir atteindre mes objectifs. Alors évidemment, la vie n'est pas simple. La vie, je suis sur un océan, il y a des vagues, il y a des tempêtes, je les accepte. J'accepte le fait que la vie n'est pas un fleuve tranquille, j'accepte qu'il y a plein de choses qui vont se passer, mais voilà, je vis de manière totalement sereine. Alors tu peux continuer. Ouais. Est-ce que les positions de vie vont changer en fonction des événements? Alors, elles peuvent, oui, puisque tu as vu, on en a parlé tout à l'heure, on va se promener dans l'enclos hockey, on appelle ça l'enclos hockey, et on s'appelle ça l'enclos hockey. Donc, on va se promener au cours de la journée dans cet enclos. Évidemment, notre but, c'est de revenir, dès qu'on en est conscient, encore la pleine conscience, dès qu'on en est conscient, de revenir dans la position plus. Oui, évidemment, on se promène dans cet enclos, et en fonction de tout un tas de choses, notamment en fonction de notre expérience de vie, en fonction du stress, on risque de basculer dans un cadran plutôt qu'un autre. Ok. Et donc, si on allait dans un autre cadran, Loïc, si tu veux bien, s'il te plaît, nous faire avancer. Donc, dans le deuxième cadran, on est plutôt en plus-moins. Donc là, on est plutôt dans l'indépendance. Donc, le sentiment de base, c'est plutôt la colère. On se sent supérieur aux autres. On est comme dans une compétition où il y a forcément un gagnant, un perdant. Et là, justement, c'est dans cette position-là, je me situe moi en tant que gagnant et je vois l'autre en tant que perdant. Si vous vous rappelez, on a vu les jeux psychologiques, on a vu le triangle de Karpman. C'est un rôle où on est dans le persécuteur et sauveur, d'accord? Donc persécuteur qui va justement persécuter la victime, ou bien le sauveur qui va chercher à sauver la victime. Et là, on crée ce système on crée un système de dépendance avec l'autre. Et les mots sont plutôt pour les identifier, c'est moi, et c'est que moi qui compte, c'est tout seul, je suis arrivé tout seul, j'ai pas besoin des autres, voilà. On est dans cette dynamique-là où c'est un rapport gagnant-perdant. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes conscient de ces différentes positions? Est-ce que vous êtes conscient d'avoir cette position, alors professionnelle ou personnelle, dans vos relations?
indépendance. Est-ce que vous avez ce type de position dans les relations? Si c'est le cas, du coup, c'est d'en prendre conscience pour justement basculer vers cette position plus d'interdépendance. Alors, ça peut être cette deuxième position, ça peut être la troisième position. Jean-Do, si tu veux bien l'expliquer, la dépendance. Donc là, on est dans la seconde, celle de l'indépendance, on est dans « je veux me débarrasser de l'autre ». L'autre est un importun qui m'importune et je vais m'en débarrasser. Lorsqu'on regarde ça au paroxysme, lorsqu'on est dans ce plus-moins, le paroxysme, c'est « j'élimine l'autre ». Ça va jusqu'à la mort de l'autre. Là, dans la dépendance, eh bien, là, le paroxysme, ça sera plutôt le suicide. Puisque j'ai pas de valeur, puisque mon sentiment de base, c'est la tristesse, mon comportement, c'est la fuite. Quand j'ai une situation moins plus, je vais m'enfuir. Par exemple, si je suis en position de vie plus, que je suis dans une réunion, eh bien, je vais communiquer avec les gens, je vais être à l'aise, etc. parce que j'ai travaillé sur mon injonction n'appartient pas, j'appartiens, je me sens appartenir, je sais que je peux être proche des gens, etc. Si je suis dans une position plus-moins et qu'on fait une réflexion, je vais tout de suite m'emporter, je vais quitter la réunion en accusant les autres, en les traitant d'imbéciles, etc. Bon. Quand je suis enfin dans dans la troisième position, celle de moins plus, là je suis tellement mal à l'aise que ma réaction, ça va être de m'enfuir. Je vais baisser la tête, je vais rentrer les épaules et je vais m'enfuir. Je vais être très très mal. Donc ce sentiment, c'est je suis pas adapté, je suis pas à l'aise. Je me sens inférieur, bon, je relis là, dévalorisé par rapport aux autres. Et là, on est vraiment si on est dans la relation à l'autre, si moi je gagne, eh bien tu perds. Alors on s'est souvent associé à un fait plaisir, donc j'ai pas envie que tu sois triste, j'ai pas envie que tu perdes. Donc je vais peut-être pas gagner. Et vous verrez tout à l'heure quand on parlera des scénarios qu'on est dans un scénario non gagnant avec un type de relation moins plus, comme ça, un type de position moins plus. Merci. Et en fait, il y avait une question qui était, avant de passer à la quatrième position, c'est quel était le café Synapse avait évoqué le triangle dramatique. C'était dès le début. Dès qu'on a commencé les émissions Synapse Café, donc vous revenez pour visualiser et sur les VOD et vous pouvez justement accéder à toutes les vidéos, dont le triangle dramatique de Karpman. Et dernière position, alors la position moins, qui est une position de contre-dépendance. Donc, ça veut dire que moi, je ne vois que j'ai pas de valeur, j'ai peur, j'y arrive pas, je comprends rien, et les autres sont également incompétents. Personne ne peut m'aider, je suis dans la démission, je peux être complètement défaitiste et ne plus croire en rien et ne plus attendre rien des autres. Aussi bien je me sabote que je sabote les autres, je sabote la relation. C'est un rôle qu'on va jouer qui est plutôt le rôle de victime et dans un rapport perdant-perdant. Et donc, comment vous allez le reconnaître? Les personnes vont vous dire « Non, mais tu vois, tout ça, t'arrives pas, moi j'arrive pas. Et de toute façon, on va pas y arriver, ça sert à rien de continuer. » Et souvent, à ce moment-là, la personne coupe la relation, professionnelle ou personnelle. Et donc, par rapport à ça, c'est de prendre conscience de ces différentes positions. Quand j'en prends conscience, par la suite, je peux agir dessus. Je peux justement aller vers la position plus. Et là, Jean-Do, tu voulais plutôt leur proposer de vérifier où est-ce qu'ils passent le plus de temps, c'est ça? C'est ce que tu voulais préciser? Oui, bien sûr. On va conserver à l'esprit ce cadran avec ces 4 positions de vie. Un petit exemple, quand je suis OK et que vous êtes OK, comment aller de l'avant avec l'autre, quand on est en communication, quand on est avec l'autre. Imaginez que vous êtes au travail et que vous avez votre supérieur qui vous demande d'effectuer une tâche. Par exemple, vous avez Philippe Vernois qui vous dit Jean-Do, qu'est-ce que tu penses de faire un café Synapse? Moi, je vais vérifier, je suis en plus. Je vais vérifier, je vais dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que je maîtrise, que je peux faire? Je vérifie que je peux le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir? Je vérifie que ça me fait plaisir. Et puis après, je me pose la question, est-ce que c'est légitime qu'il me pose une question comme ça? Je vois que c'est légitime. Donc moi, je suis OK. Lui, il est OK.
Là, j'ai la bonne, et là, je me retrouve face à vous. Maintenant, imaginons que on est dans une autre situation. Vous êtes au bureau, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous êtes au bureau, vous êtes en train de travailler, vous êtes absorbé dans le travail, c'est quelque chose d'urgent, et là, vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous raconte ses problèmes. Vous êtes en moins plus, là. En moins plus, la position, ça va être la fuite, rappelez-vous. Donc, vous entendez cette personne qui vient vous raconter des histoires, vous n'avez pas le temps de vous occuper d'elle, parce que vous avez une urgence, parce que vous avez autre chose à faire, mais vous n'osez pas lui dire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit baisser la tête et travailler, en ignorant qu'elle est là, soit vous allez lui dire « Excuse-moi, il faut que je parte », et vous allez partir. Ça, c'est pas une position très positive. La bonne position, ouais. Jean-Dominique, avant que tu continues, que la position moins plus, est-ce que ça revient à se sacrifier pour les autres? Ben, tu l'as dit, hein, on est dans le fait plaisir total. Je me sacrifie pour les autres. J'ai moins d'importance que l'autre, hein, donc l'autre il est plus important que moi, donc je vais l'écouter, même si j'ai autre chose à faire. Ou alors je m'enfuis si je peux. Dès que je peux, je m'enfuis. J'ai tout un discours intérieur qui dit oui, mais là j'ai pas le temps. Oui, mais quand même, il faut que je sois gentil. Le pauvre, il souffre. J'ai tout un discours intérieur. Alors que la position adulte, la position adulte, c'est-à-dire plus, je suis OK, l'autre est OK, c'est écoute, j'entends que ça n'a pas l'air d'aller, maintenant là, j'ai vraiment pas le temps de t'écouter, je te propose qu'on se rencontre un peu plus tard et on pourra en discuter. Voilà une position adulte, claire. On est sain, on est clair avec soi-même, on est à l'aise en le disant. Et là, on vérifie si on est vraiment à l'aise. Si on a l'estomac qui se serre, là, on va voir que ce sont des signes pour reconnaître qu'on passe dans notre scénario, hein, ou en tout cas qu'on combat notre scénario. Après, on peut imaginer une autre scène où vous êtes dans le plus-moins, là. Vous êtes au bureau et là, vous avez un subordonné qui arrive et qui dit « Ah, j'ai fait une erreur, je me suis trompé. » Et vous êtes dans le plus-moins. Donc, c'est me débarrasser de l'autre. Et là, vous vous mettez à hurler et dire « C'est pas mon problème, va vite régler ce problème et tu le fais et tu m'ennuies pas et tu dégages maintenant. » Voilà une position plus-moins. La position adulte, ça serait de dire « Bon, écoute, ok, tu as fait une erreur, mais là, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. » Règle ça, c'est ton problème, règle-le, et tu viens m'expliquer à 16 heures comment tu as réussi à le régler. Vous voyez, là encore, il y a une position adulte, c'est-à-dire plus. Mais à chaque fois, ce qui est important de dire, hein, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important de dire, c'est la façon dont on le vit. C'est pas seulement dire les choses, c'est la façon dont on le vit. Tout doit être en adéquation, c'est-à-dire que je dois me sentir bien quand je vis ça. Hein. Dès que je me sens pas bien, vous pouvez être sûr qu'il y a un signe que votre scénario est en train de se mettre en marche. Et puis la dernière position, ben, imaginez que vous êtes au travail, vous êtes en train de travailler, et puis là vous avez votre mari qui vous téléphone, paniqué, il dit ah il y a une fuite à la maison, toute la moquette est inondée, et là vous êtes en moins, et là vous dites ah ouais j'en peux plus, c'est pas possible, vraiment il sert à rien, il y a vraiment pas d'espoir, bon ben tu te débrouilles et vous raccrochez. Ça c'est en moins. La position plus, ça serait, bon, ok, j'entends ce que tu dis, ok, mais là, je peux rien faire, le dégât est fait, donc, bah, écoute, tranquille histoire, on verra ça quand j'arriverai ce soir. Vous voyez, il y a toujours une façon de transformer quelque chose dans un des enclos des positions de vie pour ramener toujours vers le plus. Et comme l'a dit Cécile, comme on vous le dira des centaines de fois, ça ne passe que par la prise de conscience. Si vous n'êtes pas conscient d'être en moins, bah, vous ne changerez jamais. Si vous n'êtes pas conscient d'être en plus-moins ou en moins-plus, vous ne changerez jamais. Donc, la seule possibilité de changer, c'est d'en prendre conscience. C'est la première des choses à faire. Je peux vous proposer maintenant, si tu es OK, Céline, tu veux rajouter quelque chose? C'était parfait, super. Bon, merci alors écoute, je vous propose un exercice. Donc, vous voyez l'écran. L'écran, on appelle ça un cadran avec les différentes positions de vie. Je vais vous demander de le dessiner sur une feuille. Donc, vous dessinez moi plus, moi moins, l'autre plus, l'autre moins. Et puis, vous allez vous rappeler, vous allez prendre une journée type, parce que vous avez plusieurs possibilités. On peut faire un enclos OK sur différentes situations. Par exemple, quand je suis au travail, par exemple, quand je suis en famille, par exemple, bon, nous, on va le faire d'une manière générale. D'une manière générale, regardez dans quel enclos vous vous situez le plus fréquemment au cours d'une journée. Alors, vous allez dessiner comme une pomme de terre qui va encadrer. Si vous êtes plus souvent dans le plus, vous faites une plus grande pomme de terre dans le plus. J'ai fait un dessin quelque part, je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez.
Par exemple, ce dessin-là. Voilà. Joli OK ? dessin. Joli dessin. Donc, vous dessinez ça, et en même temps que vous dessinez ça, vous vous dites, OK, comment je suis quand je suis dans le plus-plus? Mon comportement, ma posture, ma gestuelle, mon intonation. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Comment je me sens? Quelles sont les sensations? Prenez le temps de le faire. Réfléchissez bien, prenez le temps. Et regardez dans chacun des cadrans comment vous êtes. À chaque fois, vous posez la question, comment je suis quand je suis dans le moins plus, quand je suis dans le moins moins, quand je suis dans le plus moins, puisque vous l'avez vu, on va se promener là-dedans, on va se promener dans ce cadran. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que vous allez pouvoir conscientiser quand vous allez passer dans ce modèle-là. C'est très intéressant de savoir, ah, je suis dans le plus moins, ah, je suis dans le moins moins, parce que vous allez pouvoir après changer. Donc, une fois que vous avez fait ce travail, donc vous allez le continuer chez vous, puisque là, sinon, ça prendra trop de temps pour notre heure de partage. Mais continuez chez vous. C'est très important de savoir exactement comment vous êtes quand vous êtes dans cette situation-là, et puis de regarder comment vous êtes quand vous êtes en plus plus. Comment je me comporte quand je suis en plus plus. Qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je pense, comment je suis dans le plus plus réellement. Qu'est-ce que je ressens. Et puis après, eh bien, lorsque vous avez conscientisé ça, dès que vous êtes en situation et que vous sentez que vous êtes dans le moins, dans le plus moins, etc., eh bien, dès que vous avez pris cette conscience-là, hop, vous décidez, vous prenez la décision de changer d'état du moi, pas d'état du moi, enfin d'état du moi aussi, parce que là, vous basculez dans l'adulte, mais vous changez et vous allez directement dans l'enclos, ok. Vous voyez que là, on appelle ça, je vous ai dit, l'adulte, parce que l'adulte, c'est ce qu'on considère comme étant conscient et parfaitement adapté à la situation ici et maintenant, d'instant en instant. Donc voilà, c'est un exercice que je vous propose de faire. Prenez le temps de le faire. Il est vraiment très, très intéressant parce que ça va vous permettre de vous libérer, de devenir réellement autonome. Merci Jean-Do pour cet exercice. Et si vous avez des questions, posez-les en même temps et elles s'afficheront, comme ça on pourra y répondre. Et quelque part, Jean-Dominique, tu en as parlé tout à l'heure, le lien entre les positions de vie et les scénarios de vie, puisqu'aujourd'hui on va parler des scénarios de vie. Si tu peux nous en dire plus, quel est le lien qui existe entre les deux? Oui, alors il y a un lien fondamental puisque le scénario va trouver son fondement, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la base de la position de vie. À partir du moment où j'ai une position de vie OK moins, eh bien je vais construire tout le reste sur cette base. Tout le scénario. Parce que vous savez quoi? Vous êtes des écrivains. Vous êtes des écrivains en herbe ou en lait, puisque on commence à écrire notre scénario de vie, notre histoire de vie, on commence à l'écrire dès la naissance. On écrit notre scénario, alors de manière totalement inconsciente, le scénario il est inconscient, mais on va commencer dès que l'on est à écrire notre histoire de vie. À 4 ans, on a déjà les détails les grandes directions. À 7 ans, on va peaufiner, on va rajouter des détails. À 12 ans, on va encore se nourrir de l'extérieur pour les peaufiner. Et à l'adolescence, on va revisiter tout ça avec toutes nos nouvelles expériences et on va écrire définitivement, si on ne fait pas de thérapie, si on ne fait pas de coaching, ou si on ne fait pas un travail sur soi-même, ou si on n'a pas quelque chose qui nous permet d'en sortir, on va écrire définitivement notre histoire de vie. Donc vous êtes des écrivains, nous sommes des écrivains, nous avons écrit notre histoire de vie. Alors c'est quoi cette histoire de vie qu'on écrit? Comme toutes les histoires, une histoire, il y a un début, il y a une poursuite, il y a un accord de l'histoire, et puis il y a une fin. Donc il y a un début, il y a l'histoire qui se poursuit, et puis il y a une fin. Alors c'est assez chronologique, on écrit ça de manière chronologique, c'est très intéressant d'ailleurs. Et dans cette histoire, comme dans toutes les histoires, il y a des héros, le héros principal c'est vous, il y a d'autres héros, il y a des complices, et puis il y a des figurants aussi, il y a tout un tas de personnages qui vont passer. Il y a un thème principal, un thème fondamental dans votre histoire de vie. Et puis il y a des thèmes annexes. Quel est le thème fondamental de votre histoire de vie? C'est intéressant de vous poser la question. Et puis après, quel type d'histoire vous avez écrite ou vous êtes en train d'écrire? Enfin, vous l'avez écrite, vous êtes en train de vivre ce que vous avez écrit. Quel type d'histoire? Est-ce que c'est quelque chose de tragique, de gai? Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que c'est plutôt terne, sans gloire? Est-ce que c'est quelque chose
de palpitant ou quelque chose d'ennuyeux? Qu'est-ce que c'est que l'histoire que vous avez écrite? Alors je vous propose, parce qu'une fois que vous avez écrit l'histoire, vous allez la vivre, hein, vous la vivez, cette histoire que vous avez écrite. Je vous propose de faire un petit exercice qui est très intéressant. Si effectivement, vous avez écrit l'histoire de votre vie, comme le dit l'analyse transactionnelle, si vous avez effectivement écrit cette histoire, bien, je voudrais que vous preniez un stylo, un papier, et que peut-être qu'on peut mettre les questions, Céile, tu sais, les questions sur... Ouais. Sur l'histoire de vie, sur le héros? Ouais, non, sur les héros, pas sur les héros, sur l'histoire de vie. Quel est le titre de votre histoire, etc. Oui, tout à fait. Ok, donc la première question, c'est prenez le temps, là, prenez quelques secondes, mais les premiers mots qui vous viennent, écrivez-les, parce que ce sont les bons. Quel est le titre de votre histoire de vie? De votre histoire, de votre scénario, c'est quoi? Le titre de votre film de vie, c'est quoi? Quel est le titre? Ensuite, posez-vous la question, c'est quel genre d'histoire? Est-ce que c'est une histoire heureuse? Est-ce que c'est une histoire triste? Est-ce que c'est une histoire triomphante, tragique? Est-ce que c'est intéressant? C'est ennuyeux? Posez-vous la question, c'est quel type d'histoire? Et puis, maintenant, écrivez la scène finale. Comment elle se termine, votre histoire? Comment votre histoire se termine? Parce que l'histoire de la vie, en réalité, est orientée vers la fin. C'est le bénéfice dont on va parler tout à l'heure, hein, dont Céline va nous parler. On va vers un bénéfice final. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça. On va vers un bénéfice final. Et donc, toute notre histoire est orientée pour atteindre ce bénéfice final. Alors, prenez le temps, revenez de nouveau lorsque cette émission sera terminée sur votre histoire de vie. Là aussi, c'est extrêmement important. C'est votre histoire, c'est votre vie. Et c'est en connaissant ce que vous avez mis en place, tout ce qui est bon, vous le gardez, et tout ce qui n'est pas bon, vous allez voir, on a plein d'outils pour s'en séparer, pour s'en débarrasser. Mais encore une fois, ça passe par la pleine conscience. Tout à fait. Et en fait, dans cet exercice-là, c'est intéressant parce qu'on est dans l'introspection, on va se poser des questions. Et l'objectif, c'est au cas où cette histoire n'est pas adaptée à ce qu'on veut, justement, on peut le changer. On a toujours la possibilité de changer. Donc, si vous pouvez interagir en fonction des réponses que vous aviez, comme ça, on pourra partager avec tout le monde. Je lis Découverte, aventure, réponse et transmission de Rosine. Très bien, ok, super. Et donc, du coup, voilà. Alors, il y a Céline Zmerli qui nous dit « Quoi penser quant à vos questions? J'ai l'impression de passer à côté de l'histoire. L'histoire n'est pas celle que j'avais imaginée enfant. » Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, Jean Do? Alors, l'imagination que vous avez, c'est pas... L'imagination, ça veut dire que c'est conscient. Le scénario est inconscient. Donc, c'est une histoire que vous avez écrite de manière inconsciente. Donc, forcément, ça ne cadre pas avec ce que vous avez imaginé en conscience, ce que vous espériez en conscience. Peut-être que ce que vous espérez en conscience, on va en parler peut-être tout à l'heure sur les contes, c'est très intéressant, les contes avec l'histoire de vie. Le conte a un aspect positif et puis il a un aspect négatif. L'aspect négatif du conte, c'est pour arriver à m'en sortir, d'abord, il faut que je souffre. D'abord, il y a toute cette phase de souffrance. Et on croit dans le conte que cette phase de souffrance est nécessaire. Non, bien sûr. Et dans le conte, il y a une autre histoire, c'est une autre idée, c'est la solution est magique. Ben non, là, il n'y a pas de solution magique. Il y a d'autres solutions, mais pas magiques. Ou alors on peut appeler ça magique, mais ça vient d'une compréhension, d'une pleine conscience, d'une compréhension. Donc, les histoires qu'on a imaginées quand on était enfant, ça vient du conscient, et c'est peut-être une direction, et c'est peut-être très très intéressant si elle est positive, de revenir, mais pour bien la comprendre et pour pouvoir réaliser votre histoire d'enfance positive, eh bien, il va falloir comprendre les schémas que vous avez mis de manière inconsciente, que vous avez mis en place de manière inconsciente. Et une fois que vous avez mis vous avez compris ces schémas que vous avez mis en place, vous allez chercher les besoins fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits et vous allez pouvoir réparer tout ça et vivre votre vie merveilleuse.
Et d'ailleurs, tu parles des contes. Eric Berne, lui, s'est inspiré de la mythologie justement pour créer ses scénarios de vie. Et il est allé jusqu'à, en tant que personne qui était assez perfectionniste, à étudier le grec pour étudier la mythologie dans la langue et justement en faire ressortir justement les scénarios de vie qu'on va jouer, rejouer, parce que les Grecs s'étaient aperçus que les comportements humains avaient une certaine structure et à travers la mythologie, ça a été mis en avant à travers justement des histoires pour expliquer qu'est-ce qui nous arrive dans la vie et comment on vit ce qu'on vit et justement par la suite, si on en est conscient, encore une fois, on peut en ressortir. Et donc, si on peut, sauf si tu voulais dire autre chose, Jean-Do, aller sur la définition de vie selon Eric Berne. Donc, c'est un plan de vie inconscient qui est déterminé dans l'enfance et qui est renforcé par l'éducation, justifié par l'expérience, qui va aboutir à une fin prévisible et choisie. Donc, ça rejoint ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, donc Jean-Dominique, par rapport à ça, par rapport à ce vécu, par rapport à ces histoires. Et donc voilà, ça c'est la définition d'Eric Berne. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça, Jean-Dominique? Non, simplement, effectivement, c'est complètement inconscient. Si c'était conscient, on pourrait le changer très facilement. C'est inconscient. Il est produit de l'enfance. Vous savez que quand le petit enfant, il arrive dans une culture particulière, une époque particulière, dans une famille particulière, lui, ses besoins fondamentaux, c'est le besoin de sécurité, c'est d'être aimé, c'est de rester vivant. En fait, tout ce que va voir l'enfant, tout ce qu'il va vivre, il le vit pas comme un adulte. Un adulte, il peut être triste, il peut avoir peur, il peut se mettre en colère. Un enfant, il va être en rage au lieu d'être en colère. Ça va être une véritable frayeur, la peur. Et la joie, ça va être une extase. La tristesse, ça va être le désespoir. Et l'enfant va dans son petit cerveau, non encore complètement développé, il va mettre en place des croyances. Si par exemple il y a une porte qui claque, il peut lui croire dans son inconscience ou dans sa petite conscience, il peut croire qu'on veut le tuer. Les parents qui ne lui donnent pas à boire ou à manger lorsqu'il a soif, il peut croire qu'on l'abandonne ou qu'on le rejette, etc. Il y a tout un tas ça c'est les décisions précoces, il y a tout un tas de décisions précoces qui vont donner naissance à ce scénario de vie. Bon, c'est très intéressant de voir qu'en plus, l'éducation, forcément, avec les messages qu'on a vus, enfin que vous avez vus la semaine dernière, avec les injonctions notamment, les messages qui sont archaïques, qui sont avant le message verbal, et puis tous les messages verbaux qui sont là, avec tous les drivers, les contre-injonctions, etc., vont renforcer ces croyances et ce scénario. Donc, il est là, dans cette phrase, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est justifié par l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire cadrer notre expérience de vie avec notre croyance. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les faits tels qu'ils sont, mais on les voit, tels qu'on veut les voir pour qu'ils cadrent, avec notre croyance, avec notre carte du monde. On va interpréter, on va transformer ce qu'on voit, la réalité, pour qu'elle cadre avec notre expérience. Et enfin, le scénario, il est effectivement complètement orienté vers cette fin prévisible, choisie. C'est comment je vais mourir, c'est quoi la fin, ça va se terminer comment cette histoire. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a Jane qui nous pose une question qui est comment faire la différence entre ce qu'on croit et l'histoire inconsciente. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre par rapport à ça, Jean-Do? Comment faire la différence entre ce qu'on croit et l'histoire inconsciente? L'histoire inconsciente, elle est inconsciente. Donc, t'en as pas conscience par définition. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher réellement ce qui s'est mis en place. Quelles sont les décisions précoces, les premières décisions? Quels sont les besoins qui n'ont pas été mis en place? La croyance, il faut imaginer une croyance comme un œuf qu'il faut ouvrir pour aller vérifier à l'intérieur ce qu'il y a. Est-ce que c'est un œuf vide? Est-ce que c'est un œuf plein? Et on va regarder à l'intérieur. On est comme on va ausculter à l'intérieur de cette croyance. On va ausculter pour voir ce qui est vrai là-dedans. On va ausculter pour voir quelle est l'origine, quelles sont les racines. Et il y avait trois niveaux de scénario de vie que tu voulais aborder aussi, avant de partir sur la définition de T.B. Keller.
Ouais. Oui, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a le contenant, il y a le scénario, il y a le quoi, et il y a le processus. Donc on va parler, tu vas parler du processus tout à l'heure, le comment, hein, on va parler de ça tout à l'heure. Mais dans le quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc on a vu comment on mettait en place tout un tas de croyances limitantes, hein, qui vont nous orienter quelque part. Et donc il y a des types de scénarios qu'on appelle scénario gagnant, scénario perdant et scénario ni gagnant ni perdant. Alors, c'est quoi un scénario gagnant? Un scénario gagnant, c'est j'ai un objectif, pensons par objectif, j'ai un objectif de vie, je veux par exemple être un anachorète, je veux être un sage et vivre dans la montagne, ou je veux être président de la République, ou je veux être, bon voilà, j'ai une idée, j'ai un objectif, si je réalise cet objectif, il y a une partie du scénario gagnant qui est réalisé. J'ai réalisé mon objectif. Mais ce n'est pas la seule et unique partie pour avoir un scénario gagnant. Il faut une deuxième obligation, j'arrive pas à trouver le terme, il faut une deuxième composante pour pouvoir avoir un scénario gagnant. La deuxième composante, c'est être heureux. C'est-à-dire, je suis président de la République, mais je suis heureux, et je suis heureux d'être président de la République. Je suis anachorète, je vis seul dans une montagne ou dans la forêt, et je suis heureux de vivre seul dans la montagne, dans la forêt. Je suis pas en train de me dire, je suis en train de passer à côté de ma vie, j'aurais pu avoir une femme, des enfants, etc. Non, ça me satisfait complètement. Et le scénario de gagnant a une troisième composante, c'est d'être au service de la vie. Donc, pour avoir un scénario gagnant, il faut atteindre son objectif, il faut être heureux dans l'atteinte de son objectif, dans le vécu de son objectif. C'est-à-dire, on verra tout à l'heure dans le processus qu'on n'est pas dans quelque chose, on vit pas dans le futur, on vit dans l'ici et maintenant. Là, encore une fois, on est en pleine conscience. Et en même temps, je suis au service de la vie. Un scénario perdant, ça se dessine clairement, hein, c'est je n'ai pas atteint mon objectif, ou j'ai atteint mon objectif, mais je ne suis pas heureux. Je suis président de la République, mais quand investi dans mes pouvoirs, il se met à pleuvoir, j'ai mes lunettes qui sont plein de buée, et je suis là, je reste sous la pluie, etc. Et j'ai un mandat qui est absolument horrible. Enfin, je ne sais pas, c'est une interprétation. Mais je ne sais pas comment il l'a vécu, c'est ça qui m'intéresse. Je ne parle pas politique, là, absolument pas. Mais je ne sais pas comment il a vécu son mandat. C'est ça qui est intéressant. C'est un scénario gagnant, c'est quelqu'un qui va réaliser son objectif et qui va le vivre positivement. Et en même temps, le scénario perdant, c'est quelque chose qui est plutôt au service de la mort. Donc, non pas au service de la vie, mais au service de la mort. Et il y a un troisième, alors, avant de parler des différents degrés, il y a un troisième type de scénario, c'est le scénario ni gagnant ni perdant. On appelle ça le scénario banal. Bon, voilà, dans ma vie, j'ai pas pris beaucoup de risques, je suis pas allé bien haut, mais bon, après tout, ça s'est passé comme ça. La majorité des gens ont ce type de scénario. Un scénario lisse, je prends pas de risques. J'aurais pu à un moment donné être directeur d'une entreprise ou j'aurais pu être chef de telle chose, j'aurais pu réaliser telle œuvre, mais bon, ça s'est pas fait, bon, c'est pas grave. Voilà. Scénario banal. Il y a trois niveaux, 3 degrés de scénario perdant. Le scénario perdant, premier degré de souffrance, c'est j'ai un échec ou j'ai une douleur, mais je peux en parler en public, je peux en parler à Céhil, je peux en parler à mes amis, je peux en parler en public, je vais en parler, je vais en discuter. Ça, c'est le premier niveau de souffrance. Le deuxième niveau, la souffrance est déjà telle que je n'en parle pas, je le cache. Je reste comme ça, je vais sourire, je ne vais pas montrer ma souffrance et ma douleur, j'en parle pas. C'est un deuxième niveau, déjà un niveau très critique et très dangereux. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le degré amartique, c'est-à-dire la faille fondamentale. C'est là où on est, ça va, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement, jusqu'au meurtre, jusqu'au suicide, jusqu'à l'accident qui me laisse totalement handicapé, etc. Donc il y a ces 3 niveaux de vécu d'un scénario. Je le vis comment? Posez-vous aussi la question, je suis dans quel type de scénario? Mais posez-vous la question sans mentir, en étant totalement OK avec vous-même. OK++, là aussi avec vous-même. Je suis OK avec moi-même. Si je pense que j'ai un scénario perdant, je l'accepte. Et surtout, j'en prends conscience. Et puis, je change. Je change ce qui a changé. Vous vous rappelez
Chez Synapse, on dit faites ce qui fonctionne. Donc, je regarde ce qui fonctionne et puis je le fais. Je mets en place une nouvelle stratégie, autre chose. Voilà. Tout à fait. Et pour enchaîner, merci Jean-Dominique de tout cet apport, sur la partie négative, T.B. Keller, sa définition du scénario de vie, lui, il va l'appeler le scénario d'échec. Donc, quand on parle de scénario d'échec, c'est une croyance qui est fausse, selon T.B. Keller, qui est déclenchée par la répétition d'un driver. Donc, c'est là où on a le lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière, les drivers, et qui est renforcée par des structures de phrases, c'est-à-dire renforcée par des croyances personnelles, rajoutées tout au long de notre vie et aggravées par l'intensité du stress. Donc, c'est un schéma mental qui est plutôt prévisible, qui sera répétitif et inconscient, comme tu le disais tout à l'heure, et qui peut entraîner des échecs personnels et ou professionnels. Et donc, ce qui est intéressant dans cette vision, c'est si j'en prends conscience, et on va vous donner des éléments, des indicateurs pour prendre conscience, est-ce que vous avez tel ou tel scénario, par la suite, nous pouvons commencer à agir dessus. Nous pouvons donc changer l'histoire de ce scénario. Et si c'est possible de continuer par rapport à ça, Loïc, sur la question. J'ai une question à vous poser pour pouvoir justement vous rapprocher, vous, de vos croyances. Donc, si tu peux afficher la première croyance. M'est-il déjà arrivé de me dire « je ne peux m'amuser tant que je n'ai pas fini mon travail ». Donc, est-ce que c'est une phrase qui résonne chez vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes déjà dit? « Je ne peux m'amuser tant que je n'ai pas fini mon travail ». Si vous le faites, vous sentez une certaine frustration de vous amuser ou de passer du moment de détente ou quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si c'est le cas, si vous avez déjà eu ce type de croyance, c'est que vous avez le premier scénario qu'on va vous présenter qui s'appelle « Jusqu'à ce que ». Donc Loïc, si tu peux nous mettre ce premier scénario. Dans ce scénario, la croyance, effectivement, c'est « je ne peux m'amuser tant que j'ai pas fini ». Et donc, si on reprend la mythologie, puisque Eric Berne s'est inspiré de la mythologie grecque, c'est les 12 travaux d'Hercule. Donc, Hercule ne peut être purifié tant qu'il n'a pas terminé ses 12 travaux. Le driver qui est associé, c'est-à-dire que si vous avez ce scénario-là, c'est que vous êtes sous un driver qui s'appelle « Sois parfait ». Et comment on va le repérer, alors chez soi ou chez l'autre, c'est quand une personne commence à parler en faisant beaucoup de parenthèses, en mettant beaucoup de dégressions, en parlant, en expliquant les choses et en réexpliquant et en voulant donner le maximum d'informations. Qu'est-ce qui va se passer? On observe un comportement d'une personne qui repousse toujours à plus tard les moments de détente, les moments de plaisir, les moments d'intimité. C'est des personnes qui viennent en cabinet, qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est des personnes qui peuvent être même dans des situations de divorce parce qu'ils passent trop de temps au travail. D'ailleurs, Jean-Do, moi je me souviens, en cabinet, j'ai accompagné un dirigeant d'entreprise, une multinationale, qui avait ce scénario, qui s'est reconnu dans ce scénario, et il m'explique que à l'âge de ses 60 ans, ses enfants lui ont fait un cadeau particulier, ce cadeau, un peu pas évident à accepter, mais c'était leur cadeau. Donc il ouvre, c'est un cadre, et en ouvrant le cadre, il s'aperçoit qu'il y a une phrase dans ce cadre qui est « Merci papa de ne pas avoir été là dans les moments les plus importants de notre vie ». Et là, il explose en pleurs. Et en fait, ça lui fait comme une prise de conscience qu'il a passé sa vie à bosser avec des voyages à l'international, les week-ends, les soirées, etc., sans s'en apercevoir, sans en prendre conscience. Son scénario, c'est « je reporte à plus tard ». Les moments en famille, les moments de détente, les moments de plaisir. Et donc, avec cette prise de conscience et avec un travail d'accompagnement, eh bien, on a mis en place un premier plan d'action qui est faire une priorité, créer des priorités dans la vie. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce que je peux reporter? Et donc, le fait de se réorganiser lui a permis justement de retrouver cet équilibre-là. Parce que tout à l'heure, tu en parlais, il y a différents degrés de scénarios. Dans les scénarios plus forts de ce type, jusqu'à ce que j'ai eu à travailler dans des entreprises où je formais et on m'a dit qu'effectivement, des personnes qui ont ce jusqu'à ce que travaillent toute leur vie et arrivées à l'âge de la retraite, crise cardiaque. Et donc, c'est des personnes qui ne sont pas à l'écoute de leur corps, à l'écoute de leurs besoins et ils sont comme dans une frénésie de boulot et il y a trop de quelque chose et pas assez d'autre chose. Donc, par rapport à ça, c'est intéressant d'en prendre conscience
quand vous en prenez conscience, idéalement, c'est de travailler sur un plan d'action qui est réorganiser sa vie. Et donc, si vous avez ce type de scénario, partagez avec nous justement pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et ce qui est intéressant aussi, excuse-moi, ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut vivre ce schéma à court terme ou à long terme. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, viens boire un verre. Oui, quand j'aurai fini de travailler, je boirai un verre. Par exemple, moi qui ai ce scénario, qui travaille dessus, j'ai ce type de scénario. Je me rends compte, même quand je mange une pizza. Quand je mange une pizza, je vais commencer par manger la croûte que j'aime moins, pour après manger le cœur que je préfère. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vont vous permettre de prendre conscience de votre type de scénario. De ce type de scénario-là, par exemple, et de tous les autres. Donc, à long terme ou à court terme. J'avais un ami, le père d'une amie, je rebraye sur ce que tu as dit, qui achetait plein de livres et qui ne les lisait pas. Et je lui disais, mais c'est intéressant d'acheter tous ces livres, mais vous ne les lisez pas. Il me disait, je les lirai à la retraite. Et il est mort le jour de sa retraite. Vous voyez, on remet au lendemain et on ne profite pas de la vie, quoi. On est toujours en train de faire ce qui est difficile avant de faire ce qui est plaisant. C'est une croyance, je dois faire ce qui est difficile avant de faire ce qui est plaisant. Or, donc là, je ne sais pas si tu vas en parler, mais l'idée, c'est, non, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais prendre du plaisir maintenant et je repousse mon travail à plus tard. Tout à fait. Donc, Cathy, là, qui nous pose la question, est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est en faisant ce que tu viens de dire. En fait, en planifiant, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en priorité? Et qu'est-ce que je peux reporter à plus tard? Et justement, en agissant, on sort de ce scénario-là. Alors, je vois qu'il reste à peu près 10 minutes. On va enchaîner sur le scénario suivant. Avant, j'aimerais vous poser la question. Pour vérifier est-ce que vous avez ce type de scénario. Donc, si tu peux nous afficher la question suivante, Loïc. M'est-il déjà arrivé de me dire que tout va bien pour le moment, mais c'est trop beau pour que cela dure? Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà, vous vous êtes déjà dit? On a passé un bon week-end. Je sais que le lundi matin au bureau, ça va mal se passer. D'accord? Des choses de ce style-là. Ou l'inverse, j'ai passé une super semaine, je sais que le week-end, ça va barder. Donc, si vous avez ce type de croyance, vous avez le scénario après. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le scénario après? La croyance, c'est que tout va bien pour le moment, mais ça ne va pas durer. Dans la mythologie grecque, c'est l'épée de Damoclès. Donc, Damoclès qui a une épée suspendue au-dessus de sa tête et qui ne sait pas à quel moment ça va tomber. Donc là, on est sur la dynamique de je vis quelque chose de positif et à tout moment, j'attends qu'il m'arrive quelque chose de négatif. Donc, inconsciemment, je vais provoquer ce qu'il y a de négatif ou je ne vais rien faire pour empêcher une situation négative d'agir. On est sous l'emprise du fait plaisir, quelqu'un qui chercherait à faire plaisir à tout le monde et chercher à satisfaire tout le monde. Et justement, en cherchant à satisfaire tout le monde, il peut vivre des situations négatives, de vivre des conflits ou vivre des situations bloquantes par rapport à ça et de se dire « je savais que ça n'allait pas durer ». Comment on repère quelqu'un qui a ce scénario dans la construction de phrases, notamment à travers des phrases « mais ». Par exemple, là, on a passé un bon moment, mais c'est bientôt fini. Donc, dès que la personne commence à dire que quelque chose se passe bien, mais qu'après, il va se passer quelque chose de mal ou de négatif, on est dans ce scénario qui s'appelle « après ». Du style, j'ai adoré la formation, mais c'est compliqué à utiliser. D'accord? Donc, il y a quelque chose de positif avec un « mais » et hop, quelque chose de négatif. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle se programme pour vivre quelque chose de négatif après avoir vécu quelque chose de positif. Elle manifeste son anxiété en anticipant la venue d'un événement négatif. Donc, ça, c'est intéressant de le détecter et on voit une personne qui fait rien pour éviter ce qui va arriver de négatif ou bien qui involontairement va provoquer ce côté-là. Alors, comment on fait pour gérer ce scénario? Moi, je l'ai, ce scénario-là, donc je le gère. Eh bien, c'est dans un premier temps en prenant soin de soi, en étant bien avec soi-même et en se disant que même si je vis quelque chose de bien maintenant, je vais tout faire pour que ce que je vive de bien va continuer à exister et je vais renforcer ce que je vis de bien. Et s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, je l'accueille et je le gère tout simplement. Et donc, du coup, c'est moi qui ai le pouvoir d'agir et c'est pas quelque chose qui
qui s'abat sur moi. Donc, et avec ça, avec ce type de comportement, eh ben, on peut justement gérer ce type de scénario et de croyances. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter par rapport Oui, à... tout à fait, c'est absolument ce que je pense et c'est vraiment l'idée de se programmer dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit on se programme de manière limitante, et bien maintenant on va se programmer de manière ouverte, de manière positive. Donc je me programme pour prendre du plaisir maintenant et pour prendre du plaisir aussi après. Ça va être génial aussi. Ouais. Tout à fait. Et après, donc il y a une autre question qu'on aimerait vous poser, qui est la question suivante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la question suivante de vous dire « Je n'obtiens jamais ce que je désire le plus ». Si vous avez ce type de croyance, c'est le scénario qui s'appelle « Jamais ». Donc, le scénario qui s'appelle « Jamais », c'est la croyance que dans ma vie, je n'obtiens jamais ce que je désire le plus. Dans la mythologie, c'est Tantale qui est emprisonné jusqu'à la taille dans l'impossibilité d'atteindre la nourriture et l'eau dont il a besoin. Donc, les dieux l'ont puni, il a plein d'eau et de nourriture tout autour, mais il est emprisonné, il ne peut pas atteindre. On a un driver ici qui s'appelle « Sois fort ». Dans le « Sois fort », la personne se coupe des émotions et en se coupant des émotions, eh bien, elle n'a plus l'énergie de continuer. Continuer ses phrases, continuer ce qu'elle est en train de faire, continuer ses projets. Et donc, dans les phrases, on a des constructions du phrase du style « ça m'est arrivé ». Parfois, je peux le faire comme ça et peut-être ne pas le faire. En fait, on a des questions qui sont la personne passe du coq à l'âne, ne finit pas ses phrases et donc ne finit pas ses travaux parce qu'elle sent une baisse d'énergie et elle ne termine pas ce qu'elle entreprend. Et donc, en sentant une baisse d'énergie, une baisse de motivation, la personne se dit « je ne peux jamais atteindre ce que je désire le plus. Je ne peux jamais obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. » Je me souviens en coaching, en cabinet, j'ai eu une personne qui avait ce scénario-là, qui voulait faire une formation à l'étranger et s'est retrouvée à se mettre en difficulté en ayant tout était OK pour elle. Aux États-Unis, elle devait faire cette formation et puis finalement, elle a fait un accident de voiture. Elle n'avait pas de constat et n'ayant pas de constat, elle a raté le vol et en raté le vol, elle est retournée voir ses collègues au bureau en disant voilà, je vous ai dit, j'arrive jamais à me former, j'arrive jamais à atteindre mes objectifs, j'arrive jamais. Et donc, elle a renforcé cette croyance-là. Elle a renforcé ce scénario qu'elle vit et qu'elle revit, qui peut être professionnel ou personnel. Jean-Dominique, tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce scénario? Simplement, si vous voulez changer, eh bien, décidez ce que vous voulez et faites-vous une liste de 5 choses et puis faites-les. Voilà. Je décide de faire ça chaque jour, je vais faire une chose particulière chaque jour. Et vous allez vous décider, puisque c'est ça le scénario jamais, c'est je ne me permets pas de réaliser ce que je veux. Donc là, vous vous permettez, vous avez votre objectif et vous mettez une stratégie en place. Il nous reste 3 minutes, je crois. Ouais, et 3 scénarios, je pense. Alors, question suivante. M'est-il déjà arrivé de me dire « je n'obtiens jamais ce que je désire le plus » C'est ce qu'on vient de voir. Donc là, on va aller à la troisième question. Vous est-il déjà arrivé de vous dire « quoi que je fasse, je suis coincé » D'accord. Là, par exemple, on est dans l'émission. Si on continue, on va plus avoir le temps. Et si on s'arrête, on vous aura pas tout donné. On est coincé. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Eh bien, on a le scénario toujours. Là, dans la mythologie, c'est Arachné qui est transformée en araignée pour avoir défié Minerve dans une compétition de tissage. Donc, elle est condamnée à tisser sans cesse. Elle est coincée. Elle a cette sensation d'être coincée. Et donc, la personne qui a le driver fait des efforts ou soit fort par an, eh bien, elle se dit, quoi que je fasse, je ne vais pas y arriver. Et elle a le sentiment de se sentir bloquée. Quelqu'un qui pourrait dire, dans la vie, on peut réussir soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine personnel. On ne peut pas réussir dans les deux. Et c'est cette sensation de se sentir piégé ou coincé qui fait qu'une personne prend une décision péniblement, puis la remet en cause, elle amplifie la prise de risque et elle échappe à la frustration. Et donc là, la personne, elle se sent bloquée. Et donc, comment faire dans ce type de situation? Jean-Dominique, si tu aimerais peut-être rajouter par rapport à ce scénario, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est bloqué? Simplement prendre conscience qu'on a cette capacité de se débloquer nous-mêmes.
on peut se développer en allant chercher toutes les ressources qu'il y a à l'intérieur de nous. On va chercher ces ressources et on va les mettre en application. Donc là, on a beaucoup d'outils et de possibilités avec tout ce que l'on connaît en hypnose, en PNL, en analyse transactionnelle et dans tout le reste. Très bien. On avance sur l'autre question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « j'arrive presque, mais pas tout à fait, si seulement il n'y avait pas eu ce grain de sable là qui fait tout tomber à l'eau ». Là, on a un scénario qui s'appelle « presque 1 ». Qu'est-ce qu'il y a dans ce scénario? La personne, en fait, elle se fixe un objectif, elle fait tout pour l'atteindre et à la dernière ligne droite, tout tombe à l'eau. C'est le mythe de Sisyphe en mythologie grecque. Il est en train de pousser une lourde pierre au sommet de la montagne et puis arrivé au sommet, hop, la pierre redescend et puis lui, il est obligé, condamné de refaire à chaque fois, de remettre cette pierre au sommet. Là, on a un driver qui s'appelle « fait des efforts ». Donc, la personne, elle fait des efforts pour avancer, elle fait des efforts et elle cherche à faire plaisir aux autres également. Dans la construction de phrases, c'est des phrases du style « tout se passe bien » et c'est en dernière ligne droite que ça ne va pas. En cabinet, je me souviens d'une personne qui me disait, qui avait ce scénario, que pour faire une présentation face à un comité de direction, tout s'était bien passé. Et elle avait tout préparé, les slides, tout ça. Et le week-end, elle pensait peaufiner. Et le week-end, il y a sa belle famille qui débarque. Donc, du coup, elle n'a pas eu le temps de gérer. Et donc, du coup, elle a fait une mauvaise présentation. Donc là, c'est le fait d'échouer juste avant d'aboutir. Comment on fait pour gérer ce type de scénario? En fait, c'est en étant présent à la dernière ligne droite. Et c'est de dire à la personne, au cas où tu as besoin de moi, en dernière ligne droite, je suis là. Je suis là parce que c'est au ce moment-là où la personne aura besoin qu'elle continue le plus. Et le dernier scénario, question, m'est-il déjà arrivé de dire, OK, j'ai obtenu tout ce que je voulais, et alors, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça vous arrive d'avoir ce type de croyance, le côté blasé? Là, c'est Cassandre qui a un don de prophétie, donc elle est capable de tout connaître, mais elle est condamnée à ce que personne ne la croie. On a un driver qui s'appelle « fais plaisir et sois parfait ». Et dans les constructions de phrases, la personne vous dira « oui, j'ai étudié, j'ai été formé, j'ai eu une promotion, et alors, qu'est-ce que ça change ?» Ça ne change rien. Peut-être que j'ai eu de la chance ou que ce n'était pas assez compliqué. Et donc là, on a une dynamique où la personne, en fait, elle vit une situation, elle atteint son objectif et elle ne ressent pas le plaisir. Comment faire dans cette situation? Jean-Dominique, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation? Arrêtez-vous. Arrêtez-vous et prenez du plaisir à votre réussite. Vous avez réussi quelque chose, fêtez-le, célébrez-le. Prenez du temps pour ressentir de la joie, pour dire « waouh, j'y suis arrivé, c'est quand même vachement chouette ce que j'ai fait. Je suis content de moi, je suis fier de moi. Je suis content de moi. » Exact. Et du coup, moi aussi, je suis content de nous. On a réussi l'émission. Et donc, c'est fêter ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez justement découvrir, parce que j'ai eu des questions sur quelles pourraient être les références de bouquins, on a le grand livre de l'analyse transactionnelle, le grand livre de la process thérapie également, le manuel de l'analyse transactionnelle, pour avoir une idée sur aussi bien les drivers que les scénarios ou comment leur dire de la processcom ou s'entraîner à la processcom au quotidien. Donc, c'est des ouvrages que vous pouvez lire justement pour aller plus loin. Il y a des exercices, il y a plus d'explications parce qu'en 1 heure, on ne peut pas donner plus d'explications que ça. En tout cas, nous, on était très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis, par rapport au programme, si je peux faire un récap par rapport au programme. Donc, cet après-midi, on aura la découverte du silence en soi pour le tea time de 17h. Je vous rappelle que demain, il y aura le yin et le yang de la médecine et de l'hypnose. Lundi, comme d'habitude, votre rendez-vous auto-hypnose. Le mardi, hypno-sexo. Mercredi, l'aventure de la thérapie. Comme d'habitude, jeudi, rendez-vous coaching. Et vendredi, parole d'expert. En attendant, je vous dis très bon week-end et à bientôt. Merci Jean. Merci à tous. Synapsez-vous.